Paris. Lycée international Henri IV, le plus prestigieux de France où n'étudie que l'élite. Marguerite de Montmorency, 17 ans, fille du magnat de l'immobilier Charles de Montmorency, avec un patrimoine de 950 millions d'euros, venait de recevoir son 12e échec consécutif. Alors qu'elle lisait l'énième insuffisance dans le couloir désert, Baptiste Moreau, 35 ans, concierge veuf de l'école, s'arrêta en la voyant pleurer. « Mademoiselle, ça va ?» demanda-t-il. Elle leva ses yeux rougis. « Je suis stupide. Je ne comprends rien. Mon père me détestera. » Baptiste regarda la feuille, puis la jeune fille, et dit quelque chose qui changea tout. « Voyez comment vous tenez la feuille. Comment vous plissez les yeux. Comment vous inclinez la tête. Vous êtes dyslexique exactement comme l'était ma fille. » Marguerite rit amèrement. Un concierge qui fait des diagnostics? Mais 3 mois plus tard, cette même jeune fille remporterait le concours national de mathématiques, battant 350 génies de toute la France. Et la vérité qui émergea sur qui était vraiment Baptiste Moreau bouleversa tout. Ce n'était pas un simple concierge, c'était le professeur Baptiste Moreau, génie mathématique déchu, qui avait tout perdu après une tragédie indicible. Le lycée international Henri IV, dans le 5e arrondissement de Paris, n'était pas un établissement ordinaire. Avec des frais de scolarité de 55 000 euros par an et un processus de sélection plus strict que l'école normale supérieure, il représentait le sommet de l'éducation française. Pourtant, dans ces couloirs de marbre où marchèrent les futurs dirigeants du pays, Marguerite de Montmorency vivait son enfer personnel. Cet après-midi d'octobre, alors que tous étaient déjà partis, Marguerite restait dans le couloir vide, à fixer l'énième feuille avec le 3-20 rouge. Échec. Le 12e échec consécutif en mathématiques. À 17 ans, avec un quotient intellectuel testé de 148, elle ne parvenait pas à réussir même un test élémentaire. Les chiffres dansaient sur la page, les lettres se mélangeaient, les formules devenaient des hiéroglyphes incompréhensibles. Baptiste Moreau finissait son service, poussant le chariot de nettoyage à travers les couloirs déserts. À 35 ans, avec l'uniforme bleu de concierge et la barbe de 3 jours, il semblait être l'un des nombreux travailleurs invisibles qui maintenaient propre l'école de l'élite. Mais quand il vit cette jeune fille en uniforme impeccable qui pleurait silencieusement, quelque chose en lui s'émut. Il s'arrêta à distance respectueuse, l'observant. La façon dont elle tenait la feuille trop près du visage, comment elle inclinait la tête pour essayer de mettre au point les mots, la manière dont ses doigts suivaient les lignes comme cherchant une prise dans une mer de symboles. Il reconnut immédiatement les signes. Il les avait vus des centaines de fois dans une autre vie quand il était quelqu'un d'autre. Marguerite leva le regard et le vit. La panique lui peignit le visage. Un concierge l'avait vu pleurer. La fille de Charles de Montmorency, l'homme qui déplaçait des milliards avec un coup de téléphone, réduite à pleurer pour une note. Elle essuya rapidement ses larmes, redressant le dos avec cette fierté qu'on lui avait enseignée depuis l'enfance. Mais Baptiste ne bougea pas. Il continua à la regarder avec ses yeux gris qui semblaient voir au-delà de la surface. Puis, d'une voix douce qui contrastait avec son apparence négligée, il demanda si elle allait bien. La question, si simple et sincère, brisa quelque chose en Marguerite. Les mots sortirent comme un fleuve en crue. La pression de son père, les attentes impossibles, le sentiment d'être stupide malgré tous les tuteurs privés du monde. Baptiste s'approcha lentement, posa son chariot de nettoyage et demanda à voir la feuille. Marguerite la lui tendit, plus par désespoir que par confiance. L'homme étudia non pas tant la note que la façon dont les erreurs avaient été faites. Des schémas spécifiques, des inversions caractéristiques, des confusions systématiques entre symboles similaires. Quand Baptiste prononça le mot « dyslexie », Marguerite rit amèrement. Comment un concierge pouvait-il savoir quelque chose que les meilleurs spécialistes de Paris n'avaient pas diagnostiqué? Mais l'homme ne s'offensa pas. Il sortit de sa poche un vieux carnet plein de formules mathématiques écrites de façons étranges, colorées, dessinées, transformées en motifs visuels plutôt qu'en symboles abstraits. C'était le cahier de sa fille Émilie.
expliqua-t-il d'une voix qui tremblait légèrement. Elle aussi dyslexique, elle aussi considérée comme stupide, jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de lui enseigner. Émilie était morte 2 ans plus tôt, à 15 ans, dans un accident qui avait également emporté son épouse. Mais la méthode qu'il avait développée pour elle était restée. Marguerite regarda ces pages pleines de mathématiques transformées en art, et pour la première fois vit les nombres non comme des ennemis, mais comme des possibilités. Baptiste lui proposa de se rencontrer en secret, après les cours, dans le local du concierge. Il pouvait essayer de lui enseigner comme il avait enseigné à Émilie. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, seulement parce qu'il ne supportait pas de voir un autre esprit brillant s'éteindre à cause d'un système qui ne savait pas reconnaître l'intelligence différente. Pendant 3 semaines, chaque après-midi après les cours, Marguerite se glissait dans le local du concierge. C'était un espace exigu, qui sentait le détergent et la cire à parquet, mais les murs étaient couverts de merveilles. Des diagrammes mathématiques qui ressemblaient à des mandalas, des équations transformées en musique, des théorèmes qui devenaient des histoires. Baptiste avait transformé ce local en laboratoire secret de l'apprentissage. Il n'enseignait pas les mathématiques de manière traditionnelle. Il les transformait en quelque chose de vivant, tangible, compréhensible pour un esprit qui traitait le monde différemment. Il utilisait des couleurs pour distinguer les opérations, des mouvements du corps pour mémoriser les formules, des histoires pour expliquer les théorèmes. Marguerite découvrit qu'elle n'était pas stupide. Son cerveau traduisait simplement le monde dans un langage différent, et une fois trouvée la clé de traduction, tout devenait clair. En 3 semaines, elle passa de l'incapacité à faire une division à la résolution d'équations différentielles. Mais surtout, pour la première fois de sa vie, elle se sentit comprise. Au cours de ces sessions, Baptiste parlait peu de lui, mais Marguerite recueillait des indices. Les mains qui n'étaient pas celles de quelqu'un qui avait toujours nettoyé des sols, trop précises en dessinant des formules complexes. La façon d'expliquer des concepts avancés qui trahissaient une connaissance profonde, académique, et surtout une tristesse dans les yeux quand il regardait le cahier d'Émilie, comme si chaque page était à la fois un souvenir précieux et un coup de poignard au cœur. Ce fut le vieux concierge, Jacques, qui révéla accidentellement la vérité. Un après-midi, cherchant Baptiste, il dit à Marguerite que le professeur était dans le local. Quand elle demanda des explications, l'homme pâlit en réalisant son erreur, mais il était trop tard. La vérité émergea pièce par pièce. Le professeur Baptiste Moreau avait été une légende dans le monde académique. Doctorat à l'école polytechnique à 22 ans, chaire à la Sorbonne à 25, directeur du département de mathématiques à 28, publication révolutionnaire sur la théorie des nombres, candidature à la médaille Fields, le Nobel des mathématiques. Puis 2 ans auparavant, la tragédie. Son épouse Marie conduisait Émilie à un concours de mathématiques quand un camion avait envahi leur voie. Toutes 2 mortes sur le coup. Baptiste s'était effondré, pas seulement émotionnellement. Il avait publiquement dénoncé le système éducatif français qui mettait trop de pression sur les enfants, qui transformait l'apprentissage en compétition impitoyable. Il avait accusé l'école d'avoir tué sa fille avec le stress, même si l'accident était fortuit. Ces déclarations avaient été considérées comme délirantes. Il avait perdu sa chair, sa réputation, tout. Et il avait choisi de disparaître, devenant concierge dans la même école où sa fille avait étudié, vivant parmi les fantômes du passé, nettoyant les couloirs où elle avait marché. Marguerite resta bouleversée par la révélation. Cet homme que le monde avait rejeté comme fou l'a sauvée avec son génie caché. Et soudain, elle comprit. Baptiste n'était pas seulement en train de lui enseigner les mathématiques. Il essayait de sauver en elle ce qu'il n'avait pas pu sauver en Émilie. Après 1 mois de leçons secrètes, Marguerite obtint son premier 16-20 en mathématiques. La nouvelle du miraculeux progrès parvint à Charles de Montmorency par un appel stupéfait du proviseur. Mais Charles ne croyait pas au miracle. Il fit discrètement surveiller sa fille et découvrit l'impensable. L'héritière de son empire prenait des leçons d'un concierge dans un local de service. Il le convoqua immédiatement dans son bureau au 30e étage de la tour Montmorency, à la Défense.
Baptiste arriva en tenue de travail, imperturbable devant le luxe et le pouvoir. La conversation commença comme un interrogatoire, Charles accusant Baptiste de profiter de sa fille. Mais quand le détective privé révéla qui était vraiment Baptiste Moreau, le génie mathématique déchu, et quand Baptiste montra les cahiers de Marguerite avec la progression de son apprentissage, tout changea. Le moment crucial arriva quand Charles, frustré, insista qu'il avait dépensé des fortunes en tuteurs privés. Baptiste le regarda dans les yeux et confessa avoir fait la même erreur avec Émilie, la poussant jusqu'à la consumeur de stress. Marguerite était brillante mais différente, et la forcer dans des schémas traditionnels la détruirait. Charles vit refléter en Baptiste sa propre douleur de père. Il proposa alors quelque chose d'inattendu. Le concours national de mathématiques était dans 2 mois. Si Baptiste réussissait à préparer Marguerite, il financerait un centre pour l'apprentissage alternatif à la mémoire d'Émilie. Baptiste allait refuser, c'était justement le type de compétition qu'il avait dénoncé, quand Marguerite, qui avait écouté derrière la porte, fit irruption dans la pièce. Elle voulait participer, non pour gagner, mais pour prouver qu'être différent ne signifiait pas être inférieur, pour donner de l'espoir à tous les jeunes comme elle. Les 2 mois qui suivirent furent intenses, mais transformateurs. Baptiste transféra son laboratoire secret dans un espace plus grand que Charles avait aménagé dans la tour Montmorency. Plus un local malodorant, mais un environnement conçu pour l'apprentissage créatif, avec des murs inscriptibles, des projecteurs interactifs, tous les outils technologiques imaginables. Mais Baptiste apporta aussi ses méthodes non conventionnelles. Il transforma des problèmes complexes en chorégraphie de danse, que Marguerite exécutait pour mémoriser les étapes. Il composa des mélodies pour les formules les plus difficiles. Il créa tout un univers narratif où les nombres étaient des personnages avec des personnalités et des relations. Pendant ces sessions, la relation entre eux s'approfondit. Baptiste voyait en Marguerite non plus le fantôme d'Émilie, mais une jeune femme avec sa propre lumière unique. Marguerite voyait en Baptiste non seulement un enseignant, mais un mentor qui croyait en elle quand personne ne l'avait fait. Charles observait de loin, stupéfait par la transformation de sa fille. Non seulement académiquement, Marguerite souriait davantage, était plus confiante, plus elle-même. Pour la première fois, il comprit qu'il avait passé 17 ans à essayer de transformer sa fille en ce qu'il voulait au lieu de l'aider à devenir qui elle était vraiment. Un soir, 1 mois avant le concours, quelque chose d'inattendu se produisit. Pendant une session particulièrement difficile, Marguerite se bloqua sur un problème. La frustration monta, les larmes commencèrent à couler. Elle allait abandonner quand Baptiste sortit une vieille vidéo sur son téléphone. C'était Émilie, enregistrée quelques jours avant l'accident, résolvant le même problème exact avec la même méthode exacte qu'il avait enseignée à Marguerite. Dans la vidéo, Émilie regardait la caméra et disait « Papa, un jour tu enseigneras ça à quelqu'un d'autre. Et quand tu le feras, dis-leur qu'ils ne sont pas seuls, qu'être différent est un super pouvoir, pas une malédiction. » Marguerite et Baptiste pleurèrent ensemble, unis par la douleur et l'espoir. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. À ce moment, Marguerite comprit qu'elle n'apprenait pas seulement les mathématiques. Elle portait l'héritage d'une fille qu'elle n'avait jamais connue, mais qui, d'une certaine manière, était sa sœur dans l'âme. La préparation s'intensifia. Marguerite étudiait non pour rivaliser, mais pour honorer Émilie, pour honorer tous les jeunes incompris, pour honorer Baptiste qui avait trouvé en elle une raison de continuer à vivre. Et Baptiste enseignait non seulement les mathématiques, mais la résilience, non seulement les formules, mais la confiance en soi. Le jour du concours national de mathématiques, le palais des congrès de Paris était bondé. 350 étudiants de toute la France, chacun accompagné d'équipes de professeurs et de tuteurs. La presse était présente en masse, attirée par la nouvelle que la fille du magnate de Montmorency, connue pour ses échecs scolaires, participerait. Marguerite était terrifiée. Elle voyait les autres concurrents, beaucoup participant depuis des années, avec des dossiers académiques parfaits.
Elle se sentait comme une imposteur, une fille qui avait appris des trucs d'un concierge fou. Mais Baptiste était là, au fond de la salle. Il avait refusé de s'asseoir avec les accompagnateurs officiels, restant debout près de la sortie dans son uniforme de concierge, comme pour dire qu'il n'avait pas besoin de titre pour être qui il était. La première épreuve était de logique pure. Marguerite ferma les yeux, visualisa les problèmes comme Baptiste lui avait enseigné, les transformant en histoire, en images, en musique dans son esprit. Elle finit parmi les 30 premiers. Pas mal pour quelqu'un qui 6 mois plus tôt ne pouvait pas faire une division. La deuxième épreuve, algèbre avancée, fut plus difficile. Les symboles commencèrent à danser sur la page. La panique allait la submerger quand elle leva les yeux et vit Baptiste. Il toucha son cœur, puis pointa sa tête, puis à nouveau son cœur. Le message était clair. Fais confiance à ton cœur autant qu'à ton esprit. Marguerite respira profondément et appliqua la méthode de la danse. Elle se leva de sa chaise, ignorant les regards perplexes des autres concurrents, et commença à bouger légèrement ses mains, suivant la chorégraphie invisible qu'elle avait mémorisée. Les organisateurs voulaient l'arrêter, mais le règlement n'interdisait pas le mouvement, seulement la communication. Elle finit parmi les 10 premiers. L'épreuve finale était un problème ouvert, de ceux qui demandaient de la créativité en plus de la compétence. Marguerite le lut et faillit rire. C'était presque identique à un que Baptiste lui avait fait résoudre en le transformant en histoire d'une princesse qui devait sauver son royaume en utilisant la magie des nombres. Elle écrivit la solution non pas de manière traditionnelle, mais comme un récit mathématique, où chaque étape était justifiée non seulement logiquement, mais aussi émotionnellement. Quand le temps s'écoula, elle avait écrit 15 pages. Ce n'était pas la solution la plus élégante ou la plus courte, mais elle était unique, créative et surtout complètement correcte avec 3 approches alternatives que personne n'avait envisagées. L'attente des résultats fut angoissante. Charles marchait nerveusement dans le foyer, pour la première fois de sa vie, ne pouvant pas influencer un résultat avec son pouvoir ou son argent. Baptiste restait immobile près de la sortie, les yeux fermés, peut-être priant ou peut-être simplement se souvenant d'Émilie. Quand ils annoncèrent la 3e place, puis la 2e, le cœur de Marguerite sombra. Elle n'avait pas gagné. Elle avait déçu tout le monde. Mais alors le président du jury prit le microphone pour une annonce spéciale. Avant de déclarer le vainqueur, il voulait mentionner une solution particulière au dernier problème. Une solution qui avait stupéfié tous les juges par son originalité, sa créativité et sa profondeur. Une solution qui prouvait que les mathématiques n'étaient pas seulement de la logique, mais aussi de l'art. La première place, annonça-t-il, avec un score qui est le plus élevé dans l'histoire du concours français, va à Marguerite de Montmorency de Paris. Le silence dura un battement de cœur, puis les applaudissements explosèrent. Marguerite resta figée, certaine d'avoir mal entendu. Ce fut Charles qui la poussa doucement vers la scène. Tandis qu'elle montait recevoir la médaille, elle chercha Baptiste des yeux. Il était toujours près de la sortie, mais maintenant il pleurait ouvertement. Pas des larmes de tristesse, mais de joie, de fierté et de rédemption. Pendant le discours d'acceptation, Marguerite fit quelque chose d'inattendu. Elle appela Baptiste sur scène. Il secoua la tête, mais elle insista, disant au microphone qu'elle devait remercier son enseignant. Le professeur Baptiste Moreau, le génie qui avait trouvé le moyen d'enseigner à un esprit différent. Baptiste monta sur scène dans son uniforme de concierge, sous les regards ébahis du public, qui reconnaissait maintenant le nom. Marguerite lui passa la médaille autour du cou, disant qu'elle lui appartenait autant qu'à elle, et qu'elle était aussi pour Émilie, qui, à travers son souvenir, avait sauvé une autre fille perdue. 6 mois après la victoire au concours national, le centre Émilie Moreau pour l'apprentissage alternatif ouvrit ses portes au cœur de Paris, dans le quartier du Marais. Financé par Charles de Montmorency, mais dirigé par Baptiste Moreau, il était révolutionnaire dans son approche. Pas de notes traditionnelles, pas de compétition impitoyable, seulement un apprentissage personnalisé pour les esprits différents.
Le centre devint rapidement un phare d'espoir pour les étudiants dyslexiques, dyscalculiques, TDAH, autistes de haut niveau, et tous ceux que le système traditionnel avait étiquetés comme des échecs. Baptiste avait développé tout un programme basé sur les méthodes qu'il avait créées pour Émilie et perfectionnées avec Marguerite. Les mathématiques qui devenaient danse, les sciences qui devenaient histoire, les langues qui devenaient musique. Marguerite, maintenant 18 ans et en route pour l'école normale supérieure, avec des méthodes spéciales convenues avec l'université, passait ses vacances au centre comme assistante. Elle enseignait aux nouveaux étudiants non seulement les techniques, mais surtout la confiance en soi. Elle était la preuve vivante qu'être différent ne signifiait pas être inférieur. Le moment le plus émouvant arriva quand une petite fille de 10 ans, Louise, arriva au centre. Elle avait été renvoyée de 3 écoles, étiquetée comme inéducable. Ses parents étaient désespérés. Louise était brillante verbalement, mais ne pouvait ni lire ni écrire. Les nombres étaient de son pire cauchemar. Baptiste vit en elle la même étincelle qu'il avait vue en Émilie et Marguerite. Il commença avec la méthode des couleurs, mais Louise ne répondait pas. Il essaya avec la musique, mais ça ne fonctionnait pas. Il allait se décourager quand Marguerite eut une intuition. Louise pensait en termes de saveur et d'odeur. Elle avait une synesthésie particulière que personne n'avait reconnue. Ensemble, Baptiste et Marguerite créèrent une méthode complètement nouvelle, les mathématiques culinaires. Chaque nombre avait une saveur, chaque opération une recette. Les équations devenaient des menus complets qui devaient être équilibrés. En 3 mois, Louise passa de l'incapacité à faire 2 plus 2 à résoudre des problèmes complexes en les goûtant dans son esprit. Les médias s'emballèrent pour l'histoire. Le concierge génie, la fille du millionnaire dyslexique et maintenant l'enfant qui calculait avec les saveurs. Mais pour Baptiste et Marguerite, ce n'était pas la célébrité qu'ils cherchaient. C'était la rédemption, le sens, la preuve que chaque esprit avait sa propre façon unique de briller. Lors de l'inauguration officielle de la 2e année du centre, avec le ministre de l'Éducation nationale présent, quelque chose de magique se produisit. 50 étudiants du centre firent une démonstration. Ils résolvaient des problèmes mathématiques complexes, chacun à sa manière unique. Qui en dansant, qui en chantant, qui en dessinant, qui, comme Louise, en décrivant des saveurs. C'était un orchestre d'intelligences différentes, jouant en harmonie. Charles, assis au premier rang, pleurait sans honte. Sa fille, que le système avait presque détruite, était devenue une révolutionnaire de l'éducation. À côté de lui, une chaise vide avec une photo. Émilie Moreau, la fille qui n'avait pas pu être sauvée, mais dont la mémoire sauvait maintenant des centaines d'autres. Baptiste prit le microphone pour le discours final. Il parla de comment la douleur pouvait devenir un but, de comment l'échec pouvait être le début du succès, de comment, parfois, il fallait un concierge pour nettoyer non pas les sols, mais les préjugés qui empêchaient de voir le véritable potentiel de chaque enfant. Mais le moment le plus touchant vint quand il révéla une vérité qu'il avait gardée secrète. Émilie, avant de mourir, avait écrit un livre, un manuel pour étudiants différents, écrit par une étudiante différente. Elle l'avait intitulé « Repartir de zéro ». Comment transformer votre différence en extraordinaire. Baptiste n'avait jamais eu le courage de le publier, mais maintenant, avec la permission de Marguerite et le soutien de Charles, il deviendrait le texte de base du centre. Marguerite monta sur scène et lut l'introduction qu'Émilie avait écrite. « Si tu lis ceci, tu te sens probablement stupide. On t'a dit que tu n'es pas assez, que ton cerveau est cassé. Je suis ici pour te dire qu'il se trompe. Ton cerveau n'est pas cassé, il est juste réglé sur une fréquence différente. Et une fois que tu trouves ta fréquence, tu peux faire des choses que les normaux ne peuvent même pas imaginer. Ce livre est pour nous tous, les différents, les ratés, les problématiques. Il est temps de montrer au monde que repartir de zéro ne signifie pas être zéro. Cela signifie avoir des possibilités infinies devant soi. Le centre grandit, s'étendit, devint un modèle national, puis international. Baptiste reçut des reconnaissances qu'il avait refusées dans sa vie précédente, mais maintenant,
il les acceptait non pour lui, mais pour Émilie, pour Marguerite, pour tous les enfants qu'ils avaient sauvés et sauveraient. Marguerite obtint son diplôme de l'ENS avec les honneurs, développant de nouvelles théories mathématiques basées sur l'apprentissage multisensoriel. Elle revint en France pour diriger la recherche au centre, le transformant en institut reconnu mondialement. Elle épousa un neuroscientifique qu'elle avait rencontré à l'ENS, lui aussi dyslexique, et ensemble, ils eurent 3 enfants, tous magnifiquement, créativement différents. Charles transforma une partie de son empire en fondation pour l'éducation alternative, finançant des centres dans toute l'Europe. Il devint un défenseur de la neurodiversité, utilisant son pouvoir et son influence pour changer les lois et les perceptions. Mais la vraie victoire était plus petite et plus grande à la fois. Elle était dans chaque enfant qui entrait au centre convaincu d'être stupide et en sortait sachant qu'il était génial à sa manière. Elle était dans chaque parent qui retrouvait l'espoir. Elle était dans chaque enseignant qui apprenait qu'il existait de nombreuses façons d'enseigner et des façons infinies d'apprendre. La dernière scène que Paris garde en mémoire est celle-ci. Baptiste, maintenant cinquantenaire, qui nettoie encore occasionnellement les sols du centre, non parce qu'il le doit, mais parce qu'il veut se souvenir d'où il est parti. Marguerite, qui enseigne à une classe d'enfants impossible, transformant les mathématiques en art. Et sur le mur, 3 photos. Émilie qui sourit, Marguerite recevant la médaille au concours national, et Louise résolvant une équation en décrivant le goût de chocolat et de cannelle. En dessous, une plaque avec la phrase devenue la devise du centre et de milliers d'étudiants dans le monde entier. Ici, nous apprenons en repartant de 0, car 0 est le nombre d'où naissent tous les infinis possibles. L'histoire de la fille du millionnaire qui échouait à tous les examens était devenue légende. Mais plus important, elle était devenue espoir. La preuve que parfois il faut un concierge pour voir le génie caché, que l'échec peut être le début du succès et que repartir de 0 ne signifie pas n'être rien, mais avoir tout à construire. Mettez un like si vous croyez que chaque esprit mérite sa façon unique de briller. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'être différent est un super pouvoir. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui démontrent comment l'échec peut se transformer en triomphe.